Pour continuer la discussion de ce matin, j'invite nos 4 invités à venir prendre place et j'invite, en raison de son immense compétence, M. Vézina à venir nous rejoindre puisqu'il animera encore ce matin la partie panel avec nos invités. Merci. Merci, M. Hudon. Immense compétence, c'est mince quand même comme présentation, je trouve. C'est immense compétence parce qu'en termes de prendre des pilules, je sais à quoi ça ressemble. Alors, et je sais combien ça peut coûter également. Alors, c'est là où s'arrête la mienne pour l'instant, sauf qu'à vous entendre et à voir le débat actuel et à voir ce que coûte pour l'ensemble de la société, notamment les médicaments. Et là, je trouve que ce serait extrêmement intéressant, cette disposition-là que vous allez présenter, j'imagine, lors de la campagne. Mais en même temps, il y a des situations qui varient pour l'ensemble de ces assurances collectives et vous aurez, ce matin, l'occasion d'en voir 4 situations, 4 cas selon les unités. Et au bout de ces présentations, je reviendrai, je vous demanderai si vous avez des commentaires, des questions, et on fera l'enrobage de tout ça. Alors, il y a évidemment M. Yves Ouellette, qui est directeur général de la FTQ Construction. Pas besoin de nous présenter très longtemps, mais disons qu'il a commencé sa carrière dans la construction dans les années 1980. En 1997, il est devenu PDG de la Fraternité nationale en poseur de systèmes intérieurs et il est directeur général de la FTQ Construction depuis 2010. Maître Anouk Collet, maître madame, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'on a le droit de dire, là. Adjointe exécutive au président national, camarade Anouk Collet, c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Adjointe exécutive au président national des Travailleurs-Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, merci. Compte 20 années d'expérience en matière de négociation, de syndicalisation, de formation et de service aux membres. Elle s'est jointe à l'équipe des TUAC en 2001 et a occupé plusieurs postes. Elle est titulaire d'une maîtrise en relations industrielles et d'un baccalauréat en droit à l'Université de Montréal. M. Pierre-Guy Sylvestre, qui est conseiller au syndicat canadien de la fonction publique, conseiller syndical au service de la recherche à CFP Québec depuis 2009, travaille avec les sections locales et les personnes conseillères sur différents dossiers politiques et socio-économiques. Et M. Pierre Gérin-Rose, qui est syndicat, ben oui, je vois ça. Syndicat des employés, je ne vais pas frustré pour autant, non? Syndicat des employés et employés professionnels et de bureaux depuis 5 ans. Conseiller syndical, donc coordonnateur du secteur de l'éducation, et il représente le SEPB au comité paritaire CPI-FTQ depuis également 5 ans. Alors, peut-être commencer par ici. Moi, je m'esquive pour les prochaines minutes et je remonte un peu plus tard. Ah ben, comme vous voulez. Alors, moi, je vais y aller avec « Bonjour tout le monde », comme ça va être... Écoutez, je voulais tout d'abord remercier Patrice, la FTQ, de m'avoir invité à faire cette présentation-là. Et ça tombe vraiment bien parce que, justement, on a un de nos employeurs dans le commerce de détail de l'alimentation qui vient de faire une étude qu'il a accepté de partager avec moi. Il ne me l'a pas donnée en main propre, mais en tout cas, au moins, il a accepté de la partager avec moi. Et donc, ça tombe bien. Tout d'abord, avant de vous présenter l'étude, je voulais vous parler un peu de notre secteur. Donc, dans le fond, vous devez un peu le connaître. On a 3 grands employeurs, nous, dans le secteur du commerce de détail de l'alimentation. Donc, Sobeys, que vous connaissez plus sous le nom d'IGA ici au Québec, Provigo et Metro, depuis qu'ils sont en Ontario. Donc, c'est plus Metro, c'est Metro. Maintenant, ils ont enlevé l'accent. Donc, et c'est naturellement, donc c'est plus de 400 magasins syndiqués chez nous au TUAC, et donc il y en a d'autres ailleurs. Maintenant, pour vous parler un petit peu de l'employeur, et là, vous allez voir que durant toute la présentation, je vais parler de l'employeur parce qu'il m'a demandé de ne pas mentionner son nom pour pouvoir dévoiler les résultats de l'étude. Sinon, il fallait passer à travers toutes les approbations corporatives. Alors, je vais mentionner le nom de l'employeur. Donc, dans l'étude, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une étude qui comparait le Québec puis l'Ontario. Donc, on comprend à peu près 30 000 temps pleins dans l'assurance collective. On a aussi des temps partiels, mais là, le chiffre varie parce qu'ils sont couverts selon s'ils maintiennent durant l'année une certaine moyenne d'heures. Le salaire horaire moyen, on parle ici à peu près 14-15 $ de l'heure. Donc, si vous faites le calcul à 40 heures, on tombe à peu près autour de 600 $ par semaine, ce qui est quand même pas
gigantesque. Et donc, on a la prime d'assurance, généralement, est payée à 50-50. Des fois, on a du 60-40. Et pour cet employeur-là, comme vous le voyez là, donc, c'est à peu près 13 contrats d'assurance et 115 régimes là, chez un seul employeur. Et pour finir, donc, justement, vous en avez parlé là, dans l'atelier, là, les gens qui sont venus au micro, donc on voit, là, eux vivaient donc un taux d'inflation là, du coût des médicaments qui était autour du 10 et du 12 %. Donc, quand on voit ça, bien, ce qui s'est dit, justement, c'est que le mur approche. Puis, pas comme, un peu comme le coyote, là, on peut dire, on est déjà rendu dedans, là. Donc, chez nous aussi, les gens n'ont pas le choix d'adhérer à l'assurance collective. C'est normal, si tu veux avoir une assurance collective viable, tout le monde est obligé de contribuer. Mais là, nos gens étaient comme pris un peu à la gorge parce que les primes commencent dangereusement à se rapprocher du 100 $ par semaine. Fait que comme vous avez vu tantôt, quand tu gagnes 100 $ par semaine, ça commence à faire beaucoup. Et là, les gens commencent à me dire, là, ça fait, là, je veux bien bénéficier d'une assurance, mais les coûts sont énormes. Et ça devient finalement un enjeu de négo qui prend toute la place parce que là, les augmentations de salaire que tu arrives à négocier de peine et de misère, bien, sont englouties, dans le fond, dans le coût de l'augmentation de l'assurance. Alors, l'étude qu'ils ont menée, bien, moi, j'ai choisi de vous parler de certains sujets là, qu'ils ont fait dans leur étude. Donc, on va regarder un peu la variation du prix selon le type de médicament, selon le lieu où on l'achète, selon la pharmacie, selon la durée, puis, comme je vous dis, faire une petite comparaison là, Québec-Ontario. Donc, la première diapo, je pense que ça, c'est des chiffres peut-être que vous êtes déjà familiers. Là, c'est des choses qu'on sait déjà, que naturellement. Donc, ça, c'est le coût moyen au Québec, des ordonnances selon le type de médicament. Fait que si c'est un médicament original là, de marque là, qui est encore protégé par un brevet, là, on est autour du 121. Puis là, vous voyez les autres. Donc, et le générique, naturellement, là, qui est beaucoup moins cher, là, qui est à un coût moyen de 24 $. Donc, ça, c'est des choses que vous saviez déjà, sûrement. Peut-être ce que vous ne saviez pas, par contre, c'est qu'au Québec, on est encore les derniers utilisateurs de médicaments génériques au Canada. On est encore, les gens, il y a peut-être une méfiance. Même moi, récemment, j'ai eu à faire le switch, là, puis j'étais comme, je sais pas, il va-tu être aussi bon? C'est comme, on se demande toujours un peu, tu sais. Puis, juste pour une anecdote, la personne qui me présentait l'étude, elle était allée justement à la pharmacie pour son mari, puis là, elle avait acheté ses médicaments, puis elle a vu qu'il y avait un générique. Donc, elle a acheté le générique. Elle est rentrée à la maison, puis elle m'a dit, ben là, sur son médicament, là, il y a celui de marque, là, si on veut, il y avait un beau pilulier, il y avait un beau pilulier avec, là, tu sais, que chaque jour, il savait quand prendre sa pilule. Bien, il a dit, ben regarde, tu t'as acheté un pilulier, là, ça va coûter bien moins cher, puis tu vas t'en servir à chaque fois. Mais tu sais, c'est le genre de choses là, qui fait qu'on est peut-être encore là, comme réticent là, à se diriger parfois là, vers des médicaments génériques. Et celui-là, ouais, ça, c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai vu ces chiffres-là. Parce que, écoutez, moi, je savais aussi, là, vous avez dû l'entendre, là, tout le monde, on se le fait dire, tu sais, magasiner le prix de vos médicaments, ça change d'une place à l'autre. Mais je ne pensais pas que l'ampleur de l'écart était si grande. Si vous regardez, là, ça, c'est seulement le lieu, dépendant du lieu où on l'achète, là. On est à plus du double du prix pour le premier, là. Tu sais, c'est quoi, là? J'espère qu'à 40 $, tu as au moins un emballage cadeau, là, tu sais, pour tes médicaments, parce que je me dis, tu sais, la seule chose qui varie, là, dans ce prix-là, là, c'est, bon, il y a le coût du distributeur, là, on le voit maintenant sur nos factures, là, mais ça, c'est l'honoraire professionnel du pharmacien qui varie. Le prix du médicament, il ne change pas, lui. Fait que, tu sais, là, je ne le comprends pas, là. Tu sais, c'est où la différence, là? Une autre donnée intéressante, c'est aussi dépendant de pour combien de temps vous demandez là, vos médicaments. Et on voit encore là qu'il y a des différences importantes. T'sais, les coûts baissent là, si on le demande pour 60 jours, si on le demande pour 80 jours, ça va, on a des économies de 10, 12 $ jusqu'à 20 $. Mais ce qui est intéressant encore là, parce que quand j'ai fini cette étude-là, je vous dis, j'étais révoltée un peu contre l'industrie pharmaceutique, contre les pharmaciens, parce que, on se fait dire par nos gens qu'ils vont à la pharmacie, ils demandent d'avoir des ordonnances pour plus de 30 jours, puis le pharmacien, « Ah non, on peut pas vous faire ça. » C'est pas vrai.
Il y a des fois où ils ne peuvent pas le faire, c'est vrai, quand quelqu'un peut-être débute une nouvelle prescription, des choses comme ça. Mais quand des gens prennent des médicaments à l'année longue, ils peuvent là, avoir des prescriptions pour du 60 puis du 90 jours. C'est possible. Donc, et peut-être encore là, justement, pour qu'on puisse faire une petite comparaison Québec-Ontario, je vous disais déjà qu'au niveau de l'utilisation du générique, mais pour les prescriptions de 90 jours et plus, au Québec, c'est seulement 6 %. Puis, en Ontario, là, on voit que c'est 44 % des gens qui ont des prescriptions là, du 90 jours et plus. Donc, puis l'autre grosse distinction aussi, là, mais je vais en parler vite parce que le temps file, là, mais tu sais, c'est qu'en Ontario, ils ont le droit de faire du dirigiste. Ils ont le droit de dire à leurs gens, bien, tu vas aller, tu sais, on va négocier un prix, puis vous allez aller à telle pharmacie ou des choses comme ça. Au Québec, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est quoi les solutions possibles? Donc, j'ai abordé plusieurs points avec la personne avec qui j'ai jasé de l'étude. Et bon, on a parlé de ça. Ah, elle est bonne, la poutine, hein? Mais donc, on entend beaucoup parler, là, tu sais, programmes de santé, tout ça. Nous, justement, hier, on a un employeur qui nous disait que dans des magasins, ils font des concours qui gagnent, là, tu sais, les gens perdent du poids, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, moi, je me disais, honnêtement, tu sais, avec nos membres, c'est un peu plus difficile de dire, là, tu sais, le midi à la cafétéria, « Hey, ta pizza, t'aurais pu prendre une salade, tu sais, ou, tu sais, c'est un peu, on rentre un peu plus dans la vie privée des gens, là, rendu là. Tu sais, c'est plus facile de lui dire, bien, écoute, peut-être tu pourrais magasiner tes prix de médicaments ou, tu sais, aller vers le générique que de lui dire, ouais, fais attention à ce que tu manges. Mais c'est quand même des choses qui se discutent, je vous dirais, là, du côté des employeurs, en tout cas, à ce niveau-là. Bon, magasiner. Bien, magasiner. Au Canada, il y a on voit ici 5 assureurs qui se partagent à peu près 88 % du marché. Au Québec, c'est un peu moins concentré. Les 5 plus grosses partagent à peu près 75 % du marché. Bien, tu sais, à 5 magasins au Carrefour Laval, tu ne magasines pas longtemps, là. Puis, j'étais contente parce qu'il y a quelqu'un qui a dit tantôt qu'il y avait un assureur, là, il y avait des assureurs qui commençaient à refuser de faire des soumissions parce que, justement, je l'ai lu, moi aussi, là, dans un bulletin qui est sorti sur les assurances médicaments. Il disait qu'un des enjeux, c'est que, justement, il y a des assureurs qui commencent à refuser de faire des soumissions quand il y a des hauts réclamants. Donc, tu sais, c'est bien beau magasiner, là, mais on ne magasine pas longtemps, là, justement. Un autre sujet qu'on a discuté, on met-tu la carte de paiement direct ou on ne la met pas? Et, bien, justement, j'entends quelqu'un qui dit ça coûte cher. Mais, effectivement, il y avait une tendance de penser, non, on ne donne pas la carte de paiement direct parce que, ça, justement, là, ça coûte plus cher et tout ça. Et je vous dirais que cette tendance-là commence à changer. Pour 3 raisons. C'est que, oui, c'est vrai que peut-être que les gens vont oublier d'envoyer les prescriptions qui coûtent moins cher, mais celles qui coûtent le plus cher, généralement, celles-là, ils vont les envoyer. Deuxième chose, c'est que souvent, au lieu, justement, d'envoyer une prescription, de se faire une prescription pour 100 $, bien, ils vont s'en faire 5 pour 20 $. C'est comme on a vu. Mais on a vu tantôt que quand tu te le fais faire pour plus longtemps, tu sauves. Fait que là, on ne sauve pas comme ça, là, en ayant plus de petites prescriptions. Excuse-moi, j'ai les mains qui... Puis la dernière chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas se le permettre des fois. Fait qu'ils ne prennent pas les médicaments qu'ils devraient prendre. Et bien là, ils se retrouvent dans notre système de santé parce qu'ils vivent des problèmes de santé parce qu'ils ne se guérissent pas. Fait qu'on n'est pas plus avancé à ce niveau-là. Alors finalement, écoutez, pour cet employeur-là, la solution, c'est de dire, dans le fond, que d'essayer de faire une économie d'échelle, j'ai appelé ça comme ça, mais c'est d'essayer de regrouper là, tous ces contrats d'assurance, puis peut-être d'en faire juste un. Et donc, c'est ça en ce moment qu'ils sont en train d'essayer de faire, de regrouper là, tous leurs différents magasins sous un seul régime pour justement se permettre de faire une économie d'échelle. Puis, je vous dirais, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais parlant d'économie d'échelle, là, Amazon a fait une alliance récemment avec une société d'investissement de Warren Buffett et l'institution financière JP Morgan Chase. Puis ils ont justement décidé de créer une entreprise indépendante qui va, pour leurs employés, tout ça, puis ça, c'est plus d'1 million de personnes. Fait que, puis ça, c'est Amazon. Mais ça commence pour leurs employés. On l'a vu avec le magasin sans caisse, ils ont commencé avec ça avec les employés, mais
jusqu'où ça va aller, mais c'est ça, là. Et finalement, je terminerai en disant que pour moi, puis on va avoir le colloque, mais c'est sûr que pour moi, la meilleure économie d'échelle, c'est d'avoir une assurance médicaments universelle, puis c'est pas parce que je siège comme VP FTQ que vraiment, quand j'ai fait cette présentation-là, je suis arrivée à la conclusion de dire, en ce moment, ça fait pas de sens, là. Tu sais, il y en a une assurance publique, mais là, le régime privé, on est tous en train de se faire refiler la facture. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là parce que le temps file. Hey, je suis même en avance sur mon temps, donc je vais laisser plus de temps à mes confrères. Mais merci. Bonjour. Merci d'être là. C'est extrêmement impressionnant comment c'est des sujets d'actualité et tout le monde participe. C'est beau. Mais c'est vraiment un sujet d'actualité. Moi, comme ils vous ont dit, je suis le directeur général de la FTI Construction, mais je suis la personne déléguée par la FTI Construction pour siéger au Comité des avantages sociaux à la CCQ. Le Comité des avantages sociaux, c'est un comité qui est dans la loi R20. La loi R20, c'est celle qui gère l'industrie de la construction. Et c'est un comité paritaire qui a à gérer nos systèmes d'avantages sociaux, que ce soit les médicaments ou le système de pension. C'est sûr que la construction, c'est une bébête à part, surtout dans les assurances. On a notre régime d'assurance privée, il nous appartient. On est plus ou moins, on est plus de 300 000 assurés, tu as 150 000 travailleuses, mais tu as aussi les conjoints des conjoints de la famille, ce qui donne à peu près plus proche de 360 000 personnes qui bénéficient du régime qu'on a. On a un régime qu'on se vante, on est content, on dit que c'est un maudit bon régime, c'est un régime pas parfait comme n'importe quel, mais qu'il y a des très bons avantages pour nos travailleurs et nos travailleuses. Puis on est fiers de ça. C'est un régime qui est aussi payé à 100 % par l'employeur. Mais ça, je vais mettre un bémol. Je vais mettre un bémol parce que tous ceux qui ont négocié savent très bien qu'ils ont des masses salariales. Ils peuvent bien dire qu'ils le payent à 100 %, mais dans le fond, ils ne te le donneront pas ailleurs. Fait qu'on peut se péter les bretelles, dire qu'il est payé à 100 %, mais à quelque part, ils vont le chercher à quelque part, cet argent-là. Là. On a un régime aussi basé sur quatre programmes. Nous autres, on est assurés A, B, C, D, fait selon les heures travaillées. Chaque heure, l'employeur verse un montant pour chaque heure travaillée. Et on a fait 4 sections. Le A qui est le plus haut, le D qui est le plus bas. Mais ça encourageait aussi le but de faire ça par les heures. Ça encourageait aussi le monde à déclarer leurs heures. Plus tu déclares d'heures, mais plus que tu es assuré haut. Fait que c'était un incitatif aussi pour ça, parce que dans l'industrie de la construction, il y avait du travail au noir. Puis c'est une manière d'aider le monde puis de dire au monde, déclarez plus d'heures. On a un bon régime, mais quand on est assis au comité des avantages sociaux, c'est sûr que quand on fait des surplus, on peut bonifier notre système d'assurance. Quand on fait quand on n'en fait pas, on laisse ça comme c'est là, on essaye de regarder ça. On vient de passer à travers d'une dernière négociation où, justement, on avait demandé aux employeurs, parce qu'on a 4 secteurs avec qui on négocie, on leur avait demandé de mettre de l'argent dans nos avantages sociaux. Les employeurs nous disent depuis longtemps qu'eux autres, ils veulent qu'on ait une cotisation travailleur. On leur avait dit non. Non, puis il y a une raison aussi très, très importante, c'est que l'industrie de la construction, il faut que tu attires ton monde. Tantôt, on en parlait d'attraction. Nous autres, il faut qu'on attire notre monde. Il y a un régime d'assurance, un bon régime d'assurance qui prend soin de ta famille, ça t'aide à attirer du monde. Puis dans la construction, on va s'entendre, c'est pas tout le monde qui se garoche là pour aller travailler. Là. Tu peux travailler à moins 42 comme tu peux travailler à plus 40. C'est un monde, puis c'est plus dur d'attirer notre monde. Ça fait partie des avantages. Puis on le dit au boss. Ça fait partie des avantages pour attirer de la main-d'œuvre et de la bonne main-d'œuvre. On a un surplus, c'est sûr. On a un surplus qui varie entre 650 et 700 millions. C'est énorme, ça peut paraître énorme, puis on s'est tout le temps dit, c'était bon, on a notre surplus, c'est correct, ça fait le job. T'sais. Maintenant, on commence à regarder les actuaires. Puis les actuaires nous parlent, parce qu'à CCQ, quand on est assis là, on a droit à des actuaires qui viennent nous expliquer notre système, la CCQ un actuaire. Et je vous dis, un des gros problèmes qu'on a, c'est que souvent, on va dire que dans la construction, c'est l'assurance de la CCQ. Tantôt, je vais vous expliquer c'est quoi l'impact de dire ça.
Mais, bon, même nous, quand on était travailleurs, on faisait la même chose. Ah, bien, l'assurance, c'est l'assurance de la CCQ. C'est l'assurance des travailleurs, mais c'est l'assurance de la CCQ. Depuis quelques années, ils nous disent, bon, on est comme tout le monde, on réagit aux médicaments, puis on regarde, puis on regarde l'impact que ça donne, puis qu'est-ce que ça veut dire aussi? Les médicaments, dans les dernières années, 5 dernières années, ont augmenté de 40 %. Nous, dans l'industrie de la construction, ça représente 53 % des dépenses de notre régime. L'argent qu'on investit, qu'on retourne aux travailleurs, c'est 53 % à partir des médicaments. C'est énorme. Énorme. Et quand on a fait notre dernière négociation, justement, on a regardé, on demande aux actuaires, sortez-nous des chiffres pour arriver devant les patrons et dire, regarde, c'est ça que ça va coûter. On a eu, on commence à regarder ça. Bon, on frappe le mur. Tu as beau avoir un gros surplus. Ils nous disent, bon, si vous ne mettez pas d'argent dedans, bien, d'ici 2021, qui est la durée de notre convention collective, sur pratiquement 700 millions, il va vous en rester 120. Malgré les heures qui rentrent. Malgré, puis on est dans des bonnes années, là, à chaque heure travaillée, il rentre un montant dans notre régime. Ils nous disent, il va vous manquer 1,34 $ pour continuer à garder votre régime comme il est là dans 4 ans. Bon, c'est pas dur d'extrapoler. Si tu fais rien, c'est ça qui va arriver. Si tu extrapoles un peu plus longtemps, rajoute 2 ans, puis il y aura une scène. Bon, ça veut dire qu'il faut que tu prennes des positions, il faut que tu prennes des actions, parce qu'on gère notre régime et on veut que nos travailleurs en aient le plus pour leur argent, puis que c'est normal. C'est le fun quand on bonifie, dire au monde, bon, bien, on va augmenter ton assurance là-dessus. Mais là, il faut que tu arrives de l'autre bord à cette heure. Il faut que tu coupes. Et ça, c'est moins évident. C'est pas mal moins évident quand il faut que tu aies dit ça à tes travailleurs que dorénavant, mais il y a des choses que va falloir que tu fasses pour changer ton régime, pour que ton régime reste viable. Tantôt, Anouk parlait de dirigisme. Écoutez, nous aussi, là, on a été jetés à terre parce que quand on est au comité, on demande des études, on demande on a des commentaires, on veut savoir pourquoi c'est ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Le dirigisme, écoutez, ça nous a frappés, là. Parce que quand tu es un gouvernement, puis tu négocies avec des pharmaciens, puis qu'ils réussissent à te mettre dans leur règlement que tu n'as pas le droit de diriger ton monde vers la place la moins chère. Et je ne dis pas, ils disent pas, tu n'as pas le droit d'aller chez Jean Coutu ou chez Costco, celui que tu voudras. Non, tu n'as pas le droit de ne pas aller au moins cher. Tu n'as pas le droit de dire d'aller au moins cher. Ouais, c'est même plus du registre, ça. Il y a des dictateurs qui sont moins payés que ça. Mais eux autres, c'est ça. Tu n'as même pas le droit de dire ça. Fait qu'il faut que tu sois imaginatif pour dire au monde, tu dois magasiner tes médicaments. C'est toute une éducation. Toute une éducation. Mais bon, ils nous ont présenté des solutions, comment on pouvait faire pour réussir à amoindrir les coûts sur notre régime, réussir à survivre à ça, que ton régime reste bon, intéressant, attirant. Et bon, ils nous ont amené plusieurs solutions. Puis c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions, comme le générique, comme les médicaments aux 3 mois, ce qu'on appelle les médicaments postals aussi, pour ceux qui ont des maladies récurrentes. Je vous donne un exemple, si tu es diabétique, puis tu vas l'être toute ta vie, bien, ça va tout le temps la même chose. Là. Même si tu irais à tous les mois chercher ta prescription, c'est les mêmes médicaments que tu vas prendre encore plus tard. Fait que oui, il y a des choses à faire. Et on a tout regardé ça. On a regardé aussi l'impact que ça donnait. Mais on a posé une question. Moi, j'ai posé une question aux actuaires externes de la CCQ qui étaient l'autre fois, Normandin-Baudry. Je leur ai dit, bon, on est où dans ce régime-là, nous autres? Dans le Québec, là, notre système, qui est une bébête à part, mais un système privé, on s'y situe. On est-tu dans les plus bas, on est-tu dans les milieux, on est-tu dans les plus gros? Puis il nous a dit, bien, on est dans les plus gros. Vous êtes pas mal dans les plus gros. Votre nombre d'assurés, puis l'argent que vous gérez, puis tout ça, parce qu'aussi, on gère aussi les placements de notre argent qu'elle rapporte. Je vais revenir un petit peu. Si tu as 600 millions en réserve puis tu l'investis, tu as des intérêts sur 600 millions. Quand il t'en reste 524, tu as des intérêts sur 124, puis quand il t'en reste 0, tu as des intérêts sur 0. C'est de l'argent que tu n'as plus, là. Fait que c'est tout le temps la ligne qui descend, là. Puis c'est comme assez inévitable quand tu t'en vas par en bas. Les autres, ça va dire, bon, OK, on est plus haut. Maintenant, si on coupe dans tout ce que vous dites, les médicaments, ils vont arrêter de monter? Ah ben non. Ben non, ils n'arrêtent pas de monter, là. OK, on peut-tu y négocier? Mais non, tu ne peux pas y négocier. OK, je ne peux pas y négocier, je ne peux pas monter. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que je suis en phase terminale, que je peux changer mes médicaments, peut-être vivre 50 plus, mais je suis quand même encore en phase terminale.
Si je ne suis pas capable d'arrêter le fait des médicaments qui montent, mais je vais en revenir, si on est plus gros, sur qui on a fait des pressions? On fait des pressions où? On parle à qui? Parce qu'on n'est pas tout seul. Ce n'est pas l'industrie de la construction, notre régime d'assurance qui est tout seul dans le monde, là, puis qu'on est en train de se faire planter. C'est pas vrai. On est tous en train de se faire planter. À cette heure, ça vous tente-tu? On va chercher c'est qui le joueur qui nous plante? Parce que j'aimerais bien ça, il parle à lui. Moi, j'aime pas ça me faire planter, pas dire un mot. Puis au moins pas me défendre. Fait qu'on a expliqué, c'est oui, je suis prête, oui, puis c'est vrai. C'est vrai, on a de l'ouvrage à faire. On a de l'ouvrage à faire à nos membres, on a de l'ouvrage aussi sur la méthode qu'on utilise. Quand je vous ai dit tantôt, on a tout le temps dit, c'était l'assurance de la CCQ. La première chose que nous, on doit faire avec nos membres, c'est que ce n'est pas l'assurance de la CCQ, c'est la tienne. C'est à toi. C'est ton assurance. Le boss la paye, mais à toi et puis t'as à gère. À cette heure, bien, à chaque geste que tu fais, c'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour les autres. Si tu veux que ton régime reste correct, bon, bien, on a des choses à faire. On a des médicaments, on a des choses à gérer. Le médicament aux 3 mois, le générique, les médicaments qui sont en vente libre, bien qui sont prescrits, c'est toutes des petites choses. Nous, souvent, vu que l'accessibilité est facile puis le paiement est rapide, bien, la personne est à SAC ou est à SNES, puis au lieu de prendre ces médicaments-là, bien plus facile, pogne ça à CCQ, ça paye tout de suite. Mais à CCQ, les systèmes d'informatique sont extrêmement archaïques. Je pense qu'ils écrivent encore au crayon. Fait que quand tu fais ça, bien, le temps que ton ordinateur qui ne parle pas à l'autre ordinateur, que lui, il a reçu ses médicaments, que ce n'est pas toi qui t'es souhaité payer, tu finis mieux. On parle tout le temps en millions, puis en millions, puis en millions. Fait que c'est toutes des petites choses qu'on a regardées. Pourquoi on vient aussi, puis on vient aussi vous parler? Parce qu'on n'est pas, malgré le fait qu'on dit qu'on est des bébés uniques, on n'est pas uniques. Là. On a tous les mêmes problèmes. Puis vous aussi, vous avez des solutions que nous, on a besoin. Nous autres, on en a. On en cherche. Ça ne réglera pas le problème à 100, à tout ce qu'on peut faire. Mais au moins, ça nous aide à gérer. Et ça va mieux gérer aussi notre système. Il y a des choses que la majorité de nos travailleurs, une grande partie de nos travailleurs ont 0 franchise. Nous autres, quand on arrive, c'est payé à 100 %. Bon, est-ce qu'à travers de ça, on est tous des humains? Est-ce qu'à travers de ça, c'est plus facile pour nous autres d'aller chercher des médicaments puis pas regarder si on a vraiment besoin de tout ce qu'on va prendre? Oui, normalement, quand le docteur t'a le prescrit, tu en as besoin, mais on était à San Diego, je pense, puis on était dans une place où il nous expliquait, puis il disait, écoutez, quand tu as des médicaments, bon, tu as le médicament qui va gérer ta maladie et tu as aussi les médicaments qui viennent à côté. Bon, si tu as mal, prends celui-là. Si tu as encore plus mal, tu vas prendre celui-là aussi. Bien, quand tu arrives, tu les prends tous. Tout rien, tu prends tous tes médicaments. Bon, est-ce que les effets secondaires vont durer tout le temps de ta prescription que tu avais? Bien non. Souvent, là, au bout de 3-4 jours, bien, ça fait pas mal. Puis le médicament, tu le prends, tu le sacs dans les poubelles. Mais tu en as pour 30 jours, là. Mais tu l'as sacré dans les poubelles. Est-ce qu'il y a des méthodes qu'on peut changer de dire, bon, bien, ces médicaments-là, qui sont des médicaments secondaires, est-ce qu'on peut dire, on va te donner une prescription pour un certain temps? Je ne veux pas dire que si tu en as besoin, tu ne l'auras pas, là, mais une prescription en 2. Une période visée pour commencer. Puis si tu en as besoin encore, pas de problème, vas-y, puis tu vas la reprendre. C'est toutes des solutions où ça nous a porté aussi à réfléchir sur les choses qu'on peut faire, puis comment on peut les faire. Mais au-delà de ça, il faut qu'on fasse des pressions. Parce que même si tu mettrais 200 millions de plus dans ton système, si les pharmaceutiques ont décidé d'aller le chercher, bien, ils vont aller le chercher. Puis si tu en mets 400 millions, ils vont aller le chercher, le 400 millions. Puis le gouvernement, bien, on va s'entendre que quand ils ont fait leur deal, bien, c'est comme Anouk qui disait, c'est pas eux, regarde, moi, fais-moi ce prix-là, là. Le reste, manque d'argent, on va le chercher au privé. Comme c'est nous autres, le privé, là. Fait que nous autres, on paye bien, bien plus cher qu'eux autres. Fait que oui, il y a des choses qu'il faut faire. Oui, il y a des choses qu'il faut regarder. Oui, on a à prendre conscience de nos problématiques. On a pour gérer notre système le mieux possible, garder un système de médicaments pour nos travailleurs qui est le plus performant. On a de l'éducation à faire, on a des choses à leur expliquer. On a des moves à faire, mais on a aussi un move à faire toute la gang, c'est d'aller voir le gouvernement et de dire, là, tu vas nous laisser négocier. Là, tu vas nous laisser travailler. Puis si on ne se met pas ensemble, puis si on n'est pas tous ensemble pour réussir à faire ça, bien, inévitablement, on va se retrouver avec des systèmes où on est tous de dire à notre monde, on met plus d'argent puis on a moins. Ça, c'est pas supposé d'arriver. Moi, quand je paye pour quelque chose, c'est parce que je veux avoir un service donné puis je veux avoir ça qui vient avec. Maintenant, on doit avoir le droit de négocier ces choses-là. Et ça,
bien, ça ne se passe pas à l'étable comme nous autres au comité des avantages sociaux, où ce que je peux dire, je vais-tu augmenter cette part-là, je vais-tu descendre ça? Non. Est-ce qu'on va tous s'asseoir ensemble, puis on va aller voir les décideurs, puis leur dire, regarde, ça ne marche plus ton affaire. On met de l'argent, on a des bons régimes, on veut garder nos familles en santé, on veut continuer à les soigner. Bien, à partir de là, il va falloir que tous ensemble, qu'on revoie notre démarche, puis qu'il y a du monde qu'il faut que ça y remet à leur place. Puis qu'ils arrêtent d'abuser sur nous autres, parce que quand tu abuses sur les travailleurs et tes travailleuses, tu abuses sur leur famille aussi. Et la santé, c'est l'affaire qui nous fait le plus vivre puis nous faire avancer dans le temps. Fait que je pense qu'on a un gros job à faire, mais moi, je peux vous dire que l'industrie de la construction, c'est avec vous autres qu'elle veut le faire aussi. Puis je pense que, comme on a dit, on est dans un allée électorale, ça donne donc bien. Il y a du monde qui va falloir qu'ils se prononcent puis qu'ils nous disent la vérité puis qu'ils arrêtent de nous jouer dans le dos. Merci. Wow, quelle belle salle. Je peux vous dire, hier, j'étais assis dans le fond, je trouvais que c'est une belle salle. D'ici, c'est encore meilleure salle. Alors, bonjour tout le monde, Pierre Gérin-Rose du SEPB Québec. Ce que je trouve intéressant, c'est que je passe à la troisième étape, mais ce que dit Anouk, ce que dit Yves, en fait, on peut se l'approprier. Moi, je peux vous l'approprier, puis mes groupes peuvent se l'approprier parce que de base, c'est la même problématique. C'est la même réalité. Fait que je suis un peu chanceux. Je n'aurais pas besoin de reprendre tous ces exemples-là. En fait, ils ont été dits et c'est tout à fait réel. Le constat que moi, j'en fais, c'est que tous, ici, on s'en va dans le mur. On s'en va dans le mur par rapport à nos assurances groupes, à géométrie variable, évidemment, tout dépendant les avantages que nous avons, entre autres la partie que l'employeur paie. On va y arriver, mais de façon différente, à différentes vitesses. Moi, je veux vous parler, en fait, le groupe, je suis le coordonnateur au niveau de la négociation du secteur public. Les groupes que nous représentons, c'est les commissions scolaires. En fait, nous, on est dans les commissions scolaires, puis c'est des groupes de col blanc. Nous, on est dans le mur. Je vais vous parler des gradures, parce que c'est souvent ce qu'on entend parler lorsqu'on est en période de négociation, les fameux gradures. Mais regardez, ça ressemble à quoi, les cols blancs, les employés cols blancs d'une commission scolaire? À 80 c'est des femmes. La moitié, puis nous, on en représente plusieurs commissions scolaires, mais je peux vous dire que c'est dans l'ensemble du Québec, c'est exactement la même réalité. Donc, 80 c'est des femmes. La moitié du membership, c'est des statuts précaires. La moitié du membership, c'est également des gens qui travaillent auprès des élèves et ils sont mis à pied l'été. Donc, cette obligation d'avoir une assurance, elle est réelle, elle est là, mais eux, ils ne la payent pas sur 26 payes, ils la payent sur 20. Donc, imaginez cette pression financière, elle est encore plus réelle. Je vais vous donner un groupe qui est assez gros dans nos commissions scolaires au niveau des cols blancs, c'est les gens qui travaillent en service de garde. C'est presque la moitié du membership chez nous. Il y a obligation d'avoir l'assurance groupe lorsque vous avez un poste de 15 heures et plus. Alors, je vais vous donner un exemple très clair, là, parce que j'étais au bureau, je donnais du service, j'étais avec un groupe, et là, il y a une femme qui appelle. Elle vient d'obtenir un poste de 15 heures et demie, 15h5. Donc, obligation d'avoir les assurances. Du coup, elle se rend compte qu'elle a, évidemment, à payer la prime. Elle se rend compte, par rapport au choix qu'elle a fait, que sa prime va lui coûter 172 $ par paye. Alors, je ne suis pas comptable, je n'ai pas de tableau, je n'ai pas de graphique, tout ça, là, mais lorsqu'on commence en service de garde, c'est 19,3 $. Fait que faites le calcul, là, avec les charges sociales, il n'en reste plus beaucoup. Il y a clairement, à l'heure actuelle, des gens qui appellent la section locale, qui essaient de trouver une façon de s'en sortir. Il n'y en a pas. Vous le savez, c'est une obligation juridique. En fait, lorsqu'il y a une assurance groupe dans le milieu de travail où vous êtes, bien, vous êtes obligé de l'avoir. Donc, cette personne-là, après, lorsqu'elle a compris, bien, souvent, il démissionne. On a, de plus en plus, c'était peut-être des cas isolés il y a un certain temps, mais je vous dirais que ça arrive de plus en plus, de nos membres qui nous appellent étouffés. Écoutez, moi, je suis capable de parler d'assurance, je suis capable d'être devant vous, je suis capable de répondre à ces gens-là, je comprends la mécanique, je comprends les paramètres, je suis capable de tout expliquer. Mais lorsque ces gens-là me disent « Oui, mais écoutez, M. Gérin-Rose, pas capable de payer l'épicerie, pas capable de payer mon loyer,
qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde à cette personne-là? Je suis incapable d'avoir des arguments là-dessus. Alors, je l'ai dit tantôt, chez nous, dans les commissions scolaires, les gradures, les fameux gradures, bien, on est dans le mur. C'est intenable. C'est insoutenable. Ça fait longtemps que j'ai ce discours-là. J'avais le même discours de dire que le mur approche, mais là, on est dedans. On est rendu, je suis aux tables de négo, vous le savez. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient de la situation depuis un certain temps. On négocie au niveau où on est ce qu'on est capable de négocier. Alors, les 2 dernières négos, on a eu le fameux deal secret FTQ. Il n'y a rien de moins secret qu'un secret, tout le monde le sait maintenant. C'est quand même, à l'époque, on avait réussi d'aller chercher 10 millions, point quelque chose, ce qui fait en sorte qu'il a fait une pression à la baisse. Aujourd'hui, ça équivaut à 14 de la prime. C'est pas rien, ça ne règle pas tout, c'est quand même 14 de la prime. On a négocié un volet réduit, alors nos gens maintenant ont un choix, volet complet, volet réduit. On négocie ce genre de trucs-là, mais on est dans cette logique, puis vous le savez tous, hein, je ne suis pas le premier à le dire ici devant vous, c'est qu'on on est face à des coûts qui augmentent de façon importante, 10-12 annuels, puis on est obligé de négocier des baisses de bénéfices. C'est insoutenable. On n'est pas capable, on ne sera pas capable de subir ça encore très longtemps. Moi, je suis très, très heureux. Nous sommes très heureux dans les commissions scolaires, cette campagne qui devrait commencer au niveau de la FTQ. Nous, on y adhère. Un système universel, public pour l'ensemble des gens, je pense que c'est prometteur, mais je suis aussi conscient, ça ne se réglera pas en 1 semaine ou en 1 an. Il va falloir qu'on soit créatif aux tables de négo. Je vais être avec possiblement Pierre-Guy, un syndicat au niveau de la FTQ. On devra travailler très, très fort pour trouver les situations, mitoyennes, ou en tout cas tenter de se rendre là. Mais ils ne sont pas simples, les choix qu'on a à faire, parce que possiblement, c'est des baisses de bénéfices. Les assurances, toujours le même principe. C'est facile de dire on va sortir un groupe de nos assurances. Oui, mais même si tu n'en as pas besoin, c'est correct. Si tu en as besoin de façon importante, il y a un problème. Alors, c'est ça qu'on devra travailler avec notre monde, trouver les situations qui vont faire le moins mal possible. En passant, je ne veux pas faire de politique, mais on a besoin de vous. Lorsqu'on sera en négociation dans le secteur public, une des raisons pourquoi on n'a pas été... c'est vrai, je vais faire une aparté, là. Quand on est allé voir nos membres, à la suite de la négo, on avait eu certains gains. Évidemment, ce n'était peut-être pas suffisant pour bien de nos membres, mais ils n'ont pas tout à fait réalisé tout ce qu'on a pu sauver, et c'est grâce à vous. La dernière négociation du secteur public, on a pu sauver quelques meubles, mais c'est grâce à vous. C'est grâce au support du public, les fameuses chaînes humaines. Je ne sais pas si vous en souvenez, quand il y a eu les parents qui se sont mis autour des écoles. Sauvons notre secteur public. Bien, on est là-dedans. Fait qu'à la prochaine négo, j'espère que vous allez être là. On a besoin de vous. Puis il faut qu'on trouve des solutions collectivement parce que vous y allez aussi dans le mur. C'est clair, net et précis. Alors, merci pour ce moment. Consoeurs, confrères, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer cette courte présentation en remerciant et félicitant la FTQ d'avoir organisé ce séminaire sur les retraites et les assurances. Les enjeux entourant les avantages sociaux des travailleurs et travailleuses du Québec sont importants et ces journées d'études nous permettent d'en connaître davantage afin de mieux se préparer pour les luttes antérieures. Je travaille au service de recherche depuis 2009 et récemment, le comité ad hoc d'assurance collective m'a demandé de les accompagner dans leurs travaux. C'est dans ce contexte que je viens vous parler de nos régimes d'assurance collective du SCFP Québec. Le comité ad hoc d'assurance collective est formé de représentants de différents secteurs, soit Stéphane Doucet du secteur municipal, Yvan Pépin du secteur universitaire, Steve Michel du secteur transport maritime, Mario Ruel du secteur transport terrestre, Benoît Bouchard du secrétaire général du SFP Québec et ma consoeur conseillère Carole Bouchard, conseillère syndicale au SCFP. On les remercie de s'impliquer dans ce comité-là. C'est extrêmement important. Le comité a été formé pour faire suite à la résolution 10 adoptée en mai 2017 lors du congrès du SFP Québec. Le mandat du comité est le suivant: dresser un portrait des enjeux, définir les besoins des membres
étudier et élaborer des propositions qui visent une réduction des coûts pour les membres, surtout pour les assurances médicaments. Les raisons pour lesquelles on a créé un comité sont multiples. Les batailles pour protéger et conserver nos assurances collectives vont être ardues. Les régimes d'assurance collective sont une part importante de la rémunération globale et de nos avantages sociaux. De plus, l'univers de l'assurance collective est extrêmement complexe, puis les réalités des sections locales du SCFP sont très variées. Ce qui fait que nos membres doivent se doter d'une grande connaissance de celle-ci afin d'agir dans leur intérêt. La résolution a aussi été adoptée pour faire suite à une autre résolution, celle de la FTQ, sur la faisabilité d'implanter un régime d'assurance collective qui pourrait être multi-employeur. Afin de contribuer et d'aider la FTQ dans ce dossier, le SCFP Québec s'est donc donné les moyens pour connaître le portrait des sections locales, pour en définir les besoins réels et pouvoir bien les transmettre à sa fédération, entre autres. Notre enquête, bien évidemment, notre première mission qu'on s'est donnée, c'est de dresser le portrait des sections locales et des régimes. Mais on a 11 secteurs au SCFP Québec. On a l'éducation, dans le soutien scolaire et dans les collèges. On a les affaires sociales, où on est dans les établissements de santé et services sociaux. On a les transports terrestres, on a les grandes sociétés de transport collectif, mais on a également des petites entreprises privées qui font du transport collectif, qui ont des réalités bien différentes. Dans le transport aérien, on a 2 grandes entreprises privées. Dans le secteur des coms, plusieurs entreprises privées. Dans le secteur municipal, on représente plus de 70 % des employés municipaux, incluant les travailleurs des villes comme Montréal, mais aussi des plus petits villages comme Saint-Côme, qui ont des réalités fort différentes. Dans le secteur énergie, on a Hydro-Québec et d'autres entreprises. Dans le secteur universitaire, on présente à peu près tous les travailleurs d'à peu près toutes les universités du Québec. Dans le secteur mixte, on a des entreprises privées. Sociétés d'État, on en représente comme à la SAQ. Puis finalement, le transport maritime, on présente à peu près l'ensemble des débardeurs là, des ports du Québec, ou l'ensemble des débardeurs du port du Québec. Donc, vous aurez rapidement compris que le nombre élevé de secteurs et de sections locales fait en sorte qu'à dresser un portrait sur les assurances collectives, ce n'est pas une mince tâche. En fait, la connaissance des conseillers et des membres des sections locales, si on les prend un par un, est très grande. Ils vont négocier des bons avantages sociaux, des bons régimes d'assurance collective pour leur section locale. Mais la difficulté, c'est surtout de fédérer ou de centraliser une partie ou la totalité de l'information pour pouvoir établir un diagnostic ou une stratégie globale. La première étape a donc été de consolider l'information. Certains secteurs n'ont pas posé de problème, notamment l'éducation et les affaires sociales, puisque la quasi-totalité des sections locales sont couvertes par le contrat 6000 entre la FTQ et la capitale. D'autres sections locales d'envergure ont été en mesure de nous fournir rapidement l'information, mais il y en a d'autres pour lesquelles ça a été beaucoup plus complexe. Nous avons donc procédé par sondage pour compléter l'ensemble des informations. Avec le comité, nous avons réfléchi aux différentes questions qui pouvaient être posées et nous sommes rapidement rendus compte qu'il y en avait un grand nombre de possibilités de questions. Que contient votre assurance médicaments? Quel est le montant de la franchise? Le pourcentage payé par l'assureur? Avez-vous une assurance hospitalisation, dentaire, soins de la vue, etc.? Après avoir effectué un tri, on est arrivé à un questionnaire de 38 questions. Évidemment, si on a 38 questions, quand on collige les données, bien, ça nous donne à peu près autant de tableaux, même plus, parce que là, on veut organiser les données. Donc, je vous dirais, on a une 50aine de tableaux. Évidemment, je ne vous les présenterai pas aujourd'hui, mais je vais vous présenter un petit résumé. Avec le comité ad hoc sur le colloque de la FTQ, qui est prévu en novembre 2018, nous avions déjà tenté de répondre au questionnaire que vous avez dans vos kits. C'est un questionnaire qui est très bien fait, mais il nous a été impossible de répondre au questionnaire tant qu'il y a des régimes différents. Par contre, nous parviendrons probablement à fournir les informations dans quelques semaines, étant donné l'avancement de nos travaux, mais les réponses tiendront malheureusement sur plusieurs pages. Donc, attendez-vous à avoir énormément d'informations. Encore une fois, nous tenons à féliciter la FTQ et son équipe d'avoir mis sur pied un comité pour le colloque de l'automne 2018 qui va être très important. Nous sommes persuadés que lorsque les efforts de tous les affiliés seront rassemblés, qu'il y aura des belles choses qui pourront être accomplies. D'ici là, voici notre portrait des régimes d'assurance collective des sections locales du SCFP. Le contexte. Donc, environ 5 % des sections locales, là, en tout cas celles qui ont répondu à notre sondage, n'auraient pas de régime d'assurance collective. Évidemment, on a des sections locales qui sont très petites. Des fois, on a des sections locales de 5 à 10 membres. Si on les regroupe ensemble, c'est moins de 1 % des membres du SCFP, là, beaucoup moins qu'1 % des membres du SCFP qui n'auraient pas de régime d'assurance collective. Les compagnies d'assurance avec qui les sections locales font affaire le plus souvent sont SSQ, La Capitale, Desjardins et Manuvie. Et ma consoeur en parlait tout à l'heure.
Il y a une très forte concurrence là, entre les compagnies d'assurance au Québec. Évidemment, c'est sarcastique. Les groupes qui adhèrent au régime sont le plus fréquemment les syndiqués permanents et le personnel cadre. Donc, on retrouve cette combinaison-là dans à peu près le tiers des cas. Dans 23 des cas, on retrouve que les syndiqués permanents. D'une manière très marginale, dans seulement 4 des cas, on va retrouver les permanents, les temporaires, les retraités et le personnel cadre. Évidemment, il y a bien d'autres combinaisons, mais je vous dirais, les deux principales, c'est cadre permanent et permanent. La composition des groupes adhérents au régime semble soulever certains problèmes. Certains vont alléguer que les temporaires qui participent au régime peuvent augmenter les coûts de l'assurance dentaire, par exemple, ou encore que les adhérents retraités peuvent augmenter les coûts pour l'assurance médicaments. On n'a pas été en mesure de vérifier ces hypothèses, mais il est clair que ces questions sont légitimes. Par contre, leur traitement doit être fait d'une manière syndicale, solidaire et équitable. Autrement dit, il n'y a pas de réponse simple. Parmi les répondants du sondage, 23 des sections locales adhéraient à un régime d'assurance collective qui comptait entre 1 à 25 adhérents. C'est beaucoup. Les plus grandes sections locales adhèrent à des régimes, ils sont parfois plus de 1 000 adhérents. Puis évidemment, pour le contrat 6 000, c'est plus de 10 000 adhérents. Ces chiffres témoignent de la grande diversité des tailles de régime au SCFP. On a noté aussi qu'il y avait des regroupements dans le secteur municipal, parfois entre syndicats qui s'organisaient, mais aussi parfois avec des associations comme l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités, qui sont surtout des associations patronales, ne nous le cachons pas. Dans ce secteur, il n'est pas rare de retrouver aussi les pompiers, les policiers et même les élus municipaux dans le même régime d'assurance collective, mais ce n'est pas partout pareil. Donc, vous voyez une grande diversité dans le secteur municipal. Qu'est-il inclus dans nos régimes? Qu'est-ce qu'on trouve dans nos régimes d'assurance collective? Bon, on trouve l'assurance maladie qui inclut l'assurance médicaments, mais aussi, pour 99 des répondants du sondage, les soins complémentaires, comme ergothérapeute, physiothérapeute, etc. Et pour 93 d'entre eux, l'assurance hospitalisation. On va retrouver les soins dentaires et, dans une moindre mesure, les soins de la vue. On sait que les assurances pour les soins de la vue coûtent généralement assez cher, donc on remarque que c'est moins populaire dans nos sections locales. Les coûts pour les assurances collectives sont pour la plupart assurés à 50 par l'employé et à 50 par l'employeur, dans 49 des cas. 13 n'ont que l'avantage imposable à payer. L'employeur paie tout ou assume l'entièreté de l'assurance. Mais on a un grand nombre de réponses. Des fois, c'est 10 des fois, on a vu des 5 et 15 C'est assez complexe de résumer ça dans un tableau. Ça fait des longs tableaux. Pour les options offertes, on retrouve dans 35 des cas la formule suivante. On va avoir individuel, couple, monoparental et familial. Donc ça, c'est une combinaison qu'on trouve dans à peu près le tiers des cas. Dans l'autre tiers des cas, on trouve individuel et familial. Mais cette question-là non plus n'était pas simple parce qu'on retrouve toutes sortes de régimes dans l'industrie. Des régimes uniformes, modulaires, à la carte. On a aussi des types réduits, des types de régimes où est-ce qu'on peut choisir différentes options. Par exemple, pour le contrat 6 000 de la FTQ, on a une multitude d'options qui se présentent aux adhérents. Une question de type de choix de réponse en 5 réponses ne nous permettait pas de capter tout le niveau de complexité. Il y a aussi le montant qui est payé pour les médicaments, la franchise. On a demandé quelle est votre franchise. Nous, on s'attendait à avoir quelques réponses, par exemple 25 $ mensuellement. Eh bien, on a eu un ensemble de réponses. On a même des réponses en pourcentage de franchise. On a des tickets modérateurs, par exemple, à 4 $. Donc, on essaie de résumer ça, mais le coût des médicaments, le prix qui est assumé par l'assureur, c'est aussi assez complexe. Pour les médicaments génériques, chez 24 des répondants, c'était obligatoire. On en a parlé tout à l'heure, les médicaments génériques, est-ce que ça peut faire baisser les coûts des assurances? Probablement. Mais si on rend les médicaments génériques obligatoires, par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir, est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de conséquences néfastes sur au moins un adhérent du régime? La réponse est loin d'être simple, mais on peut quand même essayer de trouver des voies. L'assurance salaire, bien écoutez, on a les assurances invalidité de courte et de longue durée, qui sont très importantes pour les sections locales, bien entendu. Pour le coût des assurances, certains conseillent que les employés paient entièrement à la longue durée, afin que les prestations ne soient pas imposables si l'adhérent devient invalide. Or, l'enjeu parfois de l'adhésion à l'assurance salaire ou à l'assurance longue durée peut être de taille et faire en sorte qu'on se retrouve dans des situations inverses. Les résultats de notre sondage montrent qu'il y a de nombreuses situations, encore une fois.
89 des répondants avaient une assurance courte durée. Dans à peu près la moitié des cas, l'employé ne déboursait rien. 26 partagent le coût à 50 et 18 paient 100 87 des répondants avaient un délai de carence de moins de 7 jours, dont 15 n'en avaient... Deux. Oui, parfait. OK, 2 minutes. Je vais vous résumer ça en 2 minutes. Là aussi, on peut regarder les taux de réponse. Le taux de réponse à cette question était vraiment peu élevé, ce qui montre qu'il y a peut-être une certaine incompréhension pour certaines sections locales et qu'on doit absolument fournir de la formation et de l'éducation syndicale à nos membres. Dans la majorité des cas, pour cette assurance-là, c'était 75 du salaire qui était couvert. Pour la longue durée, 97 des répondants ont affirmé qu'ils en détenaient une. 41 des répondants ne payaient rien pour celle-ci, 30 payaient la moitié et 16 la totalité. La majorité des répondants voient 70 de leur salaire et plus remplacés par la prestation jusqu'à 65 ans ou jusqu'à la reprise de retraite. On a eu aussi des réponses où est-ce qu'on montrait que ça n'allait pas jusqu'à la retraite. Donc ça aussi, ça pourrait être un problème. Je vais terminer avec la gouvernance, puis juste faire un petit lien avec l'assurance médicaments publics. Pour la gouvernance, on a seulement 7 des syndicats qui ont répondu à être preneurs. Et dans 77 des cas, c'était les employeurs. Pour les copreneurs, c'était 16 Donc là, ici, on a peut-être un enjeu de gouvernance sur lequel on pourrait travailler. Évidemment, ici, on parle en termes de section locale. Si je l'avais mis en termes de membres, ça aurait été différent. Mais en termes de section locale, c'est quand même peu de sections locales qui sont preneurs. Dans 55 des cas, il y a un comité paritaire qui existe. 43 sont consultés à titre consultatif, 32 à titre décisionnel. Donc, si vous êtes consulté, vous n'êtes pas preneur, puis que vous avez en plus une disposition dans votre convention collective qui dit que vous ne pouvez pas modifier le régime d'assurance, ce n'est pas si mal. Par contre, il y en a 25 qui ne sont pas consultés. Donc, si vous n'êtes pas preneur, puis qu'en plus vous n'êtes pas consulté, bien, ça se peut que vous ayez des surprises dans vos assurances collectives. Juste pour ceux que ça intéresse, il y a une chercheuse qui s'appelle Mélanie Laflamme du ministère du Travail qui a fait à l'époque, en 2005, une recherche exhaustive pour trouver s'il y avait une mention dans les conventions collectives de l'ensemble des syndicats du Québec, une mention d'une assurance salaire, invalidité, vie, maladie et dentaire. Et ce qu'elle avait trouvé, c'est qu'il y avait seulement 57,5 des conventions collectives au Québec qui avaient une clause ou un article sur l'assurance maladie. Aujourd'hui, ça a probablement évolué. Évidemment, on n'a pas encore accompli ce travail-là, mais on va regarder dans l'ensemble de nos conventions collectives aussi. Donc, nous, on a procédé par sondage, puis en allant chercher les brochures et les informations sur les régimes d'assurance. On va également regarder ce qu'il y a dans nos conventions collectives. Les solutions. Les problèmes qui ont été rapportés par les sections locales touchent principalement les coûts. On nous a rapporté des hausses de coûts de 5 à 10 même des fois beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme modèle? C'est lequel qui est le meilleur? Est-ce qu'on y va par taille du régime, selon le secteur? Comment conseiller les sections locales? À la lumière de ces statistiques-là, ça va être assez complexe, mais on va être capable de trouver les meilleurs modèles de régime d'assurance pour l'ensemble des sections locales et d'émettre des recommandations. Est-ce que des regroupements sont possibles? Est-ce qu'un regroupement SCFP, un regroupement FTQ serait possible? Probablement. Il y a beaucoup de travail à faire, par contre, si on veut aller dans cette voie-là. C'est sûr que le total du coût là, pour les médicaments est extrêmement élevé. Par exemple, on a parlé du coût du détail du médicament. Dans le monde, là, le Canada, c'est un des plus élevés. Mais ce qui est le plus scandaleux au Québec, c'est le coût de délivrance. D'ailleurs, je vous invite à aller lire une étude de l'IRIS qui a regardé le coût pour l'atorvastatine, là, qui est un médicament. Le coût du détail du médicament était de 204 et le coût de délivrance, c'était 375 Dans le coût de délivrance, là, ce que vous avez, c'est que vous avez la marge bénéficiaire et les honoraires du pharmacien. C'est un scandale. Ça coûte plus cher d'honoraires et de marge bénéficiaire que de produire le médicament. 30 secondes. Écoutez, on a besoin de formation et d'éducation syndicale pour les assurances collectives. Notre comité travaille d'ailleurs sur des capsules d'information qui seront envoyées aux membres. Des rencontres seront planifiées afin que les adhérents soient au fait de ces changements et des comportements qu'ils peuvent adopter pour limiter la hausse des coûts de l'assurance médicaments.
Une autre partie de la solution consiste à se doter d'une véritable assurance médicaments publique et universelle. Le CFP Québec avait produit une étude en 2014 afin de montrer que la création d'un régime universel d'assurance médicaments serait viable. Il y aurait même un gain d'un point de vue budgétaire pour le gouvernement. Nous avons été en mesure de démontrer que ce changement pouvait même se faire à coût nul. Par contre, pour nos membres, qu'est-ce que ça signifie? Pour plusieurs, il s'agirait d'une baisse de protection ou des garanties. C'est évidemment pas ce que nous voulons, parce que si on a un régime qui rembourse 100 du coût du médicament, qu'il n'y a pas de franchise, on en a au SCFP, si on le remplace par un régime universel moins avantageux, ça va être un problème syndical. Par contre, il est fort probable qu'un régime universel ferait baisser les coûts des médicaments. Des chercheurs en politique et en économie se sont penchés sur le sujet et arrivent à cette conclusion. Ce faisant, il serait possible de bonifier le régime pour le rendre attrayant pour l'ensemble de la population. Au SCFP, on estime qu'il faut faire les efforts pour mettre sur pied ce régime afin de s'assurer que tous les travailleurs et travailleuses du Québec, ainsi que tous les citoyens, puissent y avoir accès. Beaucoup de travail à venir, donc. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous quatre. On en a eu la preuve avec ce que M. Sylvestre vient de présenter. Hier, on disait qu'il n'y a pas de solution uniforme pour les régimes de retraite. Manifestement, il n'y en aura pas plus pour tout ce qui a trait aux assurances de santé et aux assurances médicaments. Je vais vous laisser la parole dans un instant. Il y a justement des gens qui sont au micro, mais on parlait de système archaïque, M. Ouellet. Il va falloir un jour qu'on se fasse comprendre pourquoi il faut que les médecins envoient des ordonnances par télécopie. Ça existe encore des fax un peu partout? Je ne sais même plus comment ça marche. Alors, on en est rendu là, vous voyez? Alors, ça va prendre du temps. Mais ce qui est revenu dans chacune des présentations, c'est, avec des variations, on s'en va dans le mur, on frappe dans le mur, on est rendu dans le mur. Avec l'image du coyote, là. Alors, c'est clair que ça pose la question du maintien. Là, on a évoqué ces fameux régimes universels. C'était même évoqué dans le dernier budget fédéral. Mais ça fait des années et des années qu'on en parle et en attendant, on voit ces pressions. Et moi, je pense que les discussions que vous avez, que vous aurez, vont vous permettre de monter un colloque en novembre qui devrait être extrêmement utile et où on pourra voir de quelle façon... je rappelle que ce colloque aura lieu un mois après les élections, par contre. Ça aurait été le fun que ça ait lieu avant, mais en tout cas, j'imagine qu'il y aura des messages quand même envoyés. Et en autant que je sois capable de vous entrevoir, il y a déjà 2 personnes ici. Alors, allez-y. Bonjour, Guylaine Brazeau, SIUM 1244, Université de Montréal. Nous, ça fait à peu près 1 an qu'on est passé au générique. Mon intervention va être sur 2 niveaux. Au niveau du prix du générique, on sait que le gouvernement a réussi à avoir, en tout cas, une baisse du prix du générique. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le prix du générique versus RAMQ versus le prix du générique, quand on est assuré, va être le même? Et il y a un point qu'on ne parle pas aussi, c'est que les compagnies d'assurance sont quand même un peu responsables de l'augmentation de nos primes. Parce qu'il y a des frais administratifs, il y a des taxes là-dessus, il y a des frais de gestion. Puis, sur une prescription, disons de 100 $, on peut facilement se ramasser à une prescription qui coûte 125 $ à cause de tous les frais et tout. Moi, je n'ai pas entendu de compagnie d'assurance qui était sur le bord de la faillite là, parce qu'il y avait des groupes comme nous, on est quand même pas mal 1800 employés là, qui sont là-dessus. Donc, il y a aussi les compagnies d'assurance qu'il faut regarder de leur côté. Oui, il y a le prix du médicament, il y a la consommation, mais je pense qu'eux autres aussi, là, ils ont une responsabilité là-dedans, dans l'augmentation de nos primes. Quelqu'un veut répondre? Écoutez, moi, sur le coût du générique, ce que j'ai lu, par contre, c'est il y a une loi maintenant qui dit que le coût du médicament générique ne peut pas dépasser plus de 25 % du coût du médicament original. Donc là, il y a déjà une limite qui est imposée. Mais le problème, comme on l'a vu, c'est pas sur le coût du médicament, c'est le coût des honoraires. Puis donc, il se situe là le problème, là, parce qu'au niveau du coût du médicament, il est limité. Alors, c'est ce que... Toujours est-il qu'il y a 10-12 % d'augmentation, c'est ce qu'on a vu d'après les chiffres, par année.
C'est clair que la facture augmente rapidement pour l'instant, s'il n'y a rien qui est fait. On va se donner encore 10 minutes avec les questions, parce qu'on m'a demandé de terminer vers moins quart, moins 10, et je vais passer ici au micro numéro 2. Bonjour, Sébastien Barrault, SEPB 579, donc les commissions scolaires. On s'en va dans le mur, mais j'ai entendu quelques solutions là qui consistent en fait à faire du patchage. En fait, à reculer pour mieux sauter, se regrouper ensemble, faire baisser les prix des pharmacies. Mais fondamentalement, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que la santé, c'est un bien commun ou pas ? Si la santé, c'est un bien commun, on ne peut pas accepter, nous-mêmes les syndicats, de mettre en place des systèmes de remboursement de médicaments à 2 vitesses. Alors, il y en a qui vont avoir des bons systèmes de remboursement de médicaments, les autres des mauvais systèmes de remboursement de médicaments. Non, la solution, elle est politique. Pourquoi est-ce que le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud, ils arrivent à faire baisser les coûts de médicaments de laboratoires pharmaceutiques pour soigner leur population atteinte du VIH ou du paludisme? Pourquoi ils y arrivent? Pourquoi on n'y arriverait pas nous? Pourquoi est-ce que la Nouvelle-Zélande, qui a une population beaucoup moins nombreuse que le Canada, arrive à faire baisser les coûts des médicaments en négociant avec les laboratoires pharmaceutiques? Pourquoi est-ce que les associations européennes arrivent à condamner les laboratoires pharmaceutiques à la Cour européenne des droits de l'homme? Parce qu'il y a de l'action politique. Alors, faisons de l'action politique et arrêtons de patcher. Réaction? Mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on disait. On a tous dit ça. C'est sûr qu'on a, en tant que gestionnaire de nos régimes, on a à regarder aussi de bien gérer nos régimes d'assurance. Médicaments. Mais si la bagarre, c'est pas là qu'elle se fait nécessairement. Si on n'est pas capable de gérer ceux qui nous les vendent, là, c'est un autre game. Fait que c'est sûr que, on l'a dit, la pression, on répète tout le temps, il y a une élection cette année. Il y a aussi, et ça, il faut bien se le rappeler, quand on veut que nos membres embarquent avec nous autres, il faut qu'ils soient au courant de quoi on parle. Et on a souvent tendance à, là, ici, on va le faire autour de notre table où on gère nos systèmes. Après ça, on le fait dans une salle comme ça. Mais il faut, après ça, qu'on ait expliqué à notre monde de quoi on parle. C'est quoi les choses qui s'en viennent là-dessus. Comment on peut faire des pressions. Une fois qu'ils sont informés, puis ils savent de quoi on parle, ils vont embarquer dedans. Mais il faut être sûr, parce que tant qu'on ne leur dit pas, mais eux autres, tu prends ton médicament, ça vient de finir, puis c'est correct, tout est beau. Maintenant, c'est pas de dire au monde, on va tous mourir demain. Mais c'est de leur dire qu'on a de quoi faire, autant pour nous autres, autant côté politique, on a des pressions à faire, puis ça tombe qu'on est dans la bonne année pour le faire. Merci. Je retourne au micro numéro 3. Guillaume Bégin, secteur éducation SCFP. Ça fait plusieurs fois que j'entends ce discours-là. Je le vis aussi au quotidien. On a presque 15% d'augmentation, où là, cette année, on a négocié des baisses de régime pour pouvoir avoir une moins grande augmentation pour les prix des médicaments, entre autres. On a des belles discussions, puis à chaque fois, ça bouillonne en dedans parce que je ne me peux plus de voir que ça continue, puis ça n'arrête pas, puis on continue à se parler, puis à se convaincre entre nous que c'est une situation qui n'est pas tenable. Le fait est que ça continue. Les compagnies pharmaceutiques, les assurances ont des lobbies extraordinaires, puis clairement, on n'arrive pas à passer au travers. Et tant qu'on ne passera pas à travers ces deux grosses machines-là, on va continuer à payer, puis on aura beau repatcher les services qu'on veut offrir à nos membres, on va toujours se retrouver devant la même affaire, on va toujours se retrouver face au mur. Donc, il faut trouver une façon de sortir des rangs des gens qui sont ici présentement, qui sont déjà mobilisés, et aller d'une façon plus large, mettre des bâtons dans les roues dans le pharmaceutique et dans les compagnies d'assurance, parce que si on ne passe pas à travers d'eux autres, on s'en va nulle part. Ça va? Monsieur, ici, numéro 2. Oui, bonjour. Moi, je suis Jacques Benoît, coordonnateur de la coalition Solidarité Santé, une coalition dont la FTQ fait partie, de la SCFP aussi, et on fait campagne pour rendre le régime d'assurance médicaments du Québec entièrement public. L'intervenant qui a parlé avant moi, il a parlé entre autres de la Nouvelle-Zélande. Je vais expliquer un petit truc. En Nouvelle-Zélande, eux autres, ils ont décidé de faire une seule assurance entièrement publique et de mettre sur pied Pharmac, qui est un organisme qui fait des appels d'offres pour les médicaments et qui donc va rembourser les médicaments. Le PDG de Pharmac est venu en commission parlementaire d'ici il y a 2 ans.
Il a expliqué que quand ils ont fait ça en Nouvelle-Zélande, ils ne savaient pas trop comment fonctionnait encore. Ils ont dit, bon, on va faire un premier appel d'offres, puis on va voir. Fait qu'ils ont choisi un médicament, celui qui est remboursé le plus souvent, hein, en gros vendeur. Fait qu'ils ont fait un appel d'offres, puis là, ils ont attendu. La première offre qu'ils ont eue, c'était la compagnie qui vendait son médicament et qui remboursait eux autres depuis déjà plusieurs années. Sa soumission était à 20 % du prix qu'elle leur avait vendu depuis des années. Bon, moi, je ne suis pas méchant, là, je ne suis pas babin calculateur, mais mettons, on peut-tu penser qu'à 20 % elle faisait encore son profit? Fait que si à 20 % elle faisait encore son profit, là, ça veut dire que ça faisait des années que la population, que le gouvernement en Nouvelle-Zélande la payait 5 fois trop cher. Bon, encore une fois, je ne suis pas méchant. Je suis sûr que les pharmaceutiques, ici, ils ne nous feront jamais ce coup-là. Hein? Nous autres, ici, ils sont bien plus fines. Hein? Fait que comme on dépense 7,5 milliards en médicaments prescrits, actuellement, je veux juste imaginer si des fois ça arrivait qu'on les paye juste 5 fois trop cher. C'est combien d'argent qu'on pourrait économiser? En 2010, il y a un rapport de l'OCDE qui rapportait que pendant 13 ans d'application en Nouvelle-Zélande de pharmaques et compagnie, là, ils avaient réussi à maintenir le coût des médicaments en moyenne à 2 % d'augmentation par année, moins que les coûts d'inflation. Pendant ce temps-là, nous autres, au Québec, on avait un régime hybride, privé-public. Hein? Nous autres, on assumait 14 % en moyenne d'augmentation par année. Bien, 14 % d'augmentation en moyenne, là, il y a sûrement bien du monde qui calcule plus vite que moi ici, là. Mais grosso modo, là, 100 $ la première année, là, au bout de 5 ans, c'est presque 200 $. Puis au bout de 10 ans, tu es rendu à pas loin de 400 $ pour le même médicament. Là. 14 % d'augmentation par année, c'est ça que ça fait. Il est temps qu'on rende notre régime hybride public-privé entièrement public ici, puis qu'on se grille d'un organisme pour faire des appels d'offres. C'est assez de laisser l'argent dans les poches des pharmaceutiques qui, eux autres, s'en vont dans les paradis fiscaux avec. L'argent, on en a besoin dans nos poches comme citoyens, mais aussi dans les poches de nos entreprises à nous autres qui vont mettre moins d'argent là-dedans, puis qui vont peut-être pouvoir en mettre plus dans nos poches à nous autres comme employés également. Puis ils vont peut-être arrêter de faire des coupures dans les programmes sociaux. Merci. Merci. Je vais prendre les 2 dernières interventions qui sont là, en vous demandant d'être bref, s'il vous plaît, là, d'arriver avec du matériel, parce qu'on va dépasser l'heure bientôt. Alors, à vous, les 2 personnes qui sont là. On va faire ça bref. Marco Ouellette, Métallo, 7401, 7401 FP. Je travaille à Fermont pour les minières à ArcelorMittal. À la dernière négociation, il a fallu faire une étude un peu sur nos assurances collectives. Et puis, ça a été facile. C'est à Côte-Nord, on a contacté quelques pharmaciens. Puis, je vais finaliser avec celle de Fermont parce que c'est un pharmacien propriétaire. Et puis, on lui a demandé le générique. OK, si on changeait d'aller vers le générique, là, ça serait quoi comme impact? Tout ça. Il nous a fait comme réponse qu'à ma grande surprise, c'est que le pharmacien, là, s'est rendu qu'il donne un générique. À moins là, que ça soit donné, prescrit par le médecin, là, obligatoire, sans substitution, ou encore si le générique n'existe pas. Mais de base, c'est rendu que les pharmaciens donnent le générique. Si ton assurance collective, c'est pas marqué que c'est le générique obligatoire, à quelque part, pourquoi que le pharmacien donne le générique? J'aimerais savoir si à la grandeur du Québec, si c'est un mot d'ordre qui est donné un peu au niveau des pharmaciens, tout ça, parce que pour nous, c'était facile de faire l'étude. Il y en a une pharmacie là, à Fermont. Puis, il y en a une, puis c'est un milieu très syndiqué, puis on a tous des assurances collectives, tout ça, en partant de la municipalité, puis les 2 minières qu'il y a là-bas. Mais il reste que tout le monde donnait le générique. Je voudrais savoir si c'est la même affaire là, dans les autres pharmacies. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Bien, moi, je peux vous dire, mon exemple à moi, quand je vais chez le pharmacien, il ne m'offre pas le générique. Il me donne le médicament que le médecin m'a prescrit.
Donc, même si mon assurance couvre seulement maintenant le coût de générique. Donc, c'est pas, je crois pas que c'est automatique pour les pharmaciens. Tant mieux s'il le fait chez vous. Et le mien, c'est aussi, il me le donne, le générique, parce qu'il même le suggère. Mais ça dépend, donc j'imagine, il y a autant de situations qu'il y a de pharmaciens propriétaires. Alors, on n'est pas sorti d'auberge avec ça, là. Madame? Oui, bonjour. Christine Sivret, SFP 3783. Avant qu'on nous jette des tomates, parmi vos membres, il y a une compagnie pharmaceutique, GSK. On fabrique le vaccin de la grippe. Pourquoi qu'on était avec vous, le SFP? Parce qu'on a commencé d'une étude, d'une recherche. C'est ça que vous oubliez. Oui, le coût du médicament peut être élevé, mais on ne sait jamais, avec la recherche, si ça va se rendre au bout. C'est que ça a un coût. À chaque année, on vit avec un stress. On a des bonnes jobs. On vit avec un stress pour qu'on soit le premier sur le marché parce qu'il y a une compétition dans les pharmaceutiques. C'est ça qui fait un peu le prix du médicament. Mais on dit, oui, le pharmacien, mais on dirait qu'on met toute le blâme sur les pharmaceutiques qui créent des jobs convenables. C'est juste ça que je veux que vous n'oubliez pas, que on est avec vous, puis on a des bonnes jobs, mais oui, les pharmacies influencent beaucoup plus le prix du médicament que les compagnies pharmaceutiques. Merci. Alors, vous voyez, quand on disait qu'il n'y a pas de solution uniforme et que c'est assez complexe, c'en est le dernier exemple. Alors, moi, je vais vous souhaiter un très bon colloque en novembre. Manifestement, vous allez avoir du pain sur la planche, mais les discussions que vous aurez, non seulement vont vous être utiles, mais pourraient rejaillir sur l'ensemble. Partez pas tout de suite sur l'ensemble de la population du Québec. Monsieur Hudon.